Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Rarement un livre aura autant été vilipendé avant même que quiconque ait pu en lire la moindre ligne. Vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je ne ça à personne. Face à l'obscurantisme woke, c'est un livre que les woke ont voulu censurer. Envie de tuer, quelle que soit la cible, et fascination morbide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Près de 90% des Français exigent une sanction dès le premier délit commis. Couper la bouffe, la flotte. L'emprisonnement immédiat pour les couteaux. 1 an et 15 000 € d'amende pour port de couteau dans la République. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre, comme l'a dit l'horizon indépassable de notre cœur, le président Macron, il y a 5 ans au moment du Covid. Mais alors en guerre, en guerre à tous les étages, on le dit, on le répète, à tous les étages, et là par exemple à l'étage du woke, et oui, vous savez, le woke. Eh bien, imaginez-vous que quelques chercheurs ont eu le front de sortir un livre qui s'appelle « Face à l'obscurantisme woke ». Comme si le woke n'était pas le degré indépassable de la civilisation humaine en voie de surdéveloppement ou de sous-développement. On va en parler quand même de cette histoire du woke avec Xavier Laurent Salvador. Et puis on va voir que quand même la censure, quelquefois ça a du bon, parce que les gens réagissent et ont envie, comme vous le savez ici dans cette émission, d'avoir question à tout et de se renseigner. Et je vous le dis toujours, lisez. Ce qui compte, ce sont les livres. Écoutez-nous, bien sûr, mais après, lisez. Et puis on va parler aussi, aussi cette espèce d'indignation à 10 poids, 10 mesures. Vous voyez, des drames, des assassinats, des tabassages, des viols. Alors, est-ce que selon qu'on s'appelle Aboubacar ou Lorraine, Elias ou Naël, on doit faire la différence? Est-ce que récupération d'un côté et 1 minute de silence à l'Assemblée nationale de l'autre? Est-ce que vraiment, selon que ce soit blanc, jaune, noir, de telle ou telle ethnie, un meurtre est un meurtre, un crime est un crime? Eh bien, il y en a certains qui font quand même de l'indignation à géométrie très variable. On va en parler avec Pierre-Marie Sèvres de l'Institut de la Justice. Et puis, alors, comme vous le savez, toujours les perles merveilleux, par exemple, une nouvelle charte de journalisme. Oui, la charte de Marseille. On va dire aux journalistes ce qu'ils doivent faire. Et oui, vous comprenez, parce qu'ils vont quelquefois un peu partout. Alors, quelquefois, ils s'autocensurent, mais quelquefois, ils sont libres. Et alors, ça embête un peu. Il faut en parler et on encadre. On va en parler avec vous. Et puis, les amendes dans le métro, c'est pas mal non plus. Et en deuxième partie, on va recevoir quelqu'un qu'on a déjà reçu et qui a écrit un livre passionnant, c'est le psychiatre Maurice Berger, auteur de Mineurs violents, état inconsistant. Il est lui-même, il s'occupe effectivement de jeunes en difficulté dans un certain nombre de centres, et il a une expérience de plusieurs décennies là-dessus, et c'est absolument passionnant parce que cette violence-là, on en parle, on la déplore, mais personne n'explique, ou très peu de gens expliquent. Donc, tout de suite, on va commencer par le woke. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien, vous savez que aujourd'hui à Paris, en l'an de grâce 2025, il y a des éditions qui sont taguées, qui sont attaquées, qui sont saccagées quelquefois, notamment les très sérieuses presses universitaires de France. Oui, collage sauvage, féministe contre la propagande fasciste, féministe woke, fier, etc. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est pour un livre. Comment un livre? Je croyais qu'un livre, on était en liberté d'expression, même les livres sur lesquels on n'est pas d'accord, peuvent être publiés. Ah non. Et comment s'appelle ce livre? Il s'appelle Face à l'obscurantisme woke, et il a été écrit par Emmanuel Hénin, Pierre Vermeuren, l'historien, et la professeure de lettres Emmanuel Hénin, du linguiste Xavier Laurent Salvador, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour André. Alors, Xavier Laurent Salvador, c'est intéressant parce que votre livre, dès le départ, on en avait parlé d'ailleurs, il était prêt, à un moment donné, il devait paraître, ça y est, c'était fait, il était imprimé, etc. Mais l'éditeur a dit, ah non, il faut attendre un peu parce qu'il y a eu une levée de bouclier, parce que vous parliez de l'obscurantisme woke comme si c'était un péché contre l'esprit. Ben c'est exactement ça.
C'est exactement ce qui s'est passé et on a lancé sur nous une fatwa depuis le Collège de France. Patrick Boucheron, lors de l'occasion d'une journée qui s'appelait Stand Up for Science, quand même, c'était l'ironie. Stand Up for Science. Levons-nous pour défendre la science, et il en a profité pour appeler à la censure de notre ouvrage, ce qui a provoqué le recul de l'éditeur qui a dit ah ben non, on ne fera pas paraître votre livre. Et d'ailleurs, il a tout de suite donné des gages en prévenant d'abord Libération et le Nouvel Obs, puisque nous avons appris, nous, 2 heures après, que le livre ne paraîtrait sans doute pas. Ouais. Fort heureusement, en France, on ne censure pas un livre impunément et on peut s'enorgueillir d'avoir une nation de culture. Et finalement, le livre est paru. Et voilà. Paru, et il faut le dire, il marche très bien. Et il marche très bien. Il s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires pour un livre quand même de chercheur, qui n'est pas un livre facile, je le dis. Je l'ai parcouru, je ne l'ai pas lu entièrement, il fait 600 pages, mais je vais le lire, il est passionnant. Je vous le recommande, parce que vous avez quand même, je cite, vous avez Sami Biazoni, Nathalie Haynick, Florence Bergeau-Blaclair, René Frégosi, Pierre-André Taguieff, Samuel Fitoussi, enfin, vous êtes, je crois, 27 à avoir travaillé. On est 26 auteurs à avoir travaillé, c'est un véritable ouvrage universitaire. Certains s'attendent à lire une espèce de pamphlet. Enfin, c'était pas du tout l'esprit. Nous travaillons selon des méthodes académiques. Nous documentons la montée de cet obscurantisme au sein de l'université de manière très traditionnelle, enfin pour un universitaire. Donc il y a des notes dans cet ouvrage. Alors justement, voilà. Franck-Xavier, parlons du fond. Quand vous parlez obscurantisme woke, alors pourquoi obscurantisme? Alors le mot important effectivement c'est obscurantisme. L'éditeur qui nous avait passé les commandes de l'ouvrage quand même à l'origine, lui voulait manifeste contre le wokisme, enfin quelque chose de très frontal. Et nous avions quand même infléchi un peu en disant non, enfin il travaillait sur la question de l'obscurantisme qui fait référence quand même à l'esprit voltairien. Vous savez, c'est la grande dénonciation, voilà, dans l'esprit des Lumières du dévoiement de la science en réalité au nom d'une idéologie dans le meilleur des cas, ou en tout cas au nom d'une espèce de nouvelle religion. Qui n'a rien à voir avec la science. Qui n'a rien à voir avec la science, qui n'a rien à voir avec la vérité, et qui a tout à voir avec le bien. Et cette mise sous tutelle de la science, sous l'autorité de la morale, aboutit finalement à quelque chose de très obscurantiste. C'est-à-dire, on s'interdit dans la science, on s'autocensure, on se censure pour voir la réalité différemment de la façon dont elle devrait être observée. Alors, il y a des exemples, enfin, ça commence alors justement à se voir. Alors, donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qu'il y a justement dans ce livre, quand vous parlez d'obscurantisme? Donnez-nous 2 ou 3 exemples, il y en a beaucoup, et encore une fois je renvoie au livre vraiment, d'exemples de quelque chose qui consiste au nom soi-disant du bien, au nom de soi-disant de l'avancée, etc., de l'égalitarisme et autres, de dire n'importe quoi. De dire n'importe quoi. On peut commencer peut-être par quelque chose de très frontal. Ce sont les sciences dures qui commencent à être touchées par ce phénomène. On a deux oncologues qui témoignent dans l'ouvrage et qui documentent cet obscurantisme dans la cancérologie et dans l'oncologie. Joseph Ciccolini et Andreas Bick-Falvig ont fait un excellent travail. Typiquement, Joseph Ciccolini aborde la question de la révision racialiste des corpus de patients au sein des études médicales. C'est-à-dire qu'il y a... Ça veut dire très clairement que aujourd'hui, dans les parcours de soins, eh bien, il y a une prime accordée dans les études en oncologie au parcours de soins avec un angle, avec un prisme racialisé. On tire du comptage des populations, des conclusions sur le racisme qui aboutirait, par exemple, à ce que des populations soient plus malades que d'autres, et à faire du racisme systémique la raison pour laquelle certains parcours de soins aboutiraient à des diagnostics tardifs ou à de la maladie. Oui, parce que on a méprisé ces gens-là et on ne les a pas traités comme il fallait. Exactement. Pas parce qu'ils seraient, je sais pas, pauvres. Analyse de classe, par exemple, ou analyse biologique, parce que la drépanocytose, par exemple, à l'hôpital Mondor, à Créteil, toucherait plus certains groupes de population que d'autres. Non. On accordera une prime à une révision au nom de la démonstration du racisme systémique. D'ailleurs, la France est un pays raciste systémique, disent ces gens. Alors c'est même plus grave que ça. C'est tout l'Occident en fait est victime de racisme systémique, ce qui aboutit d'ailleurs à des délires, enfin en réalité, puisque ces gens-là ne luttent plus contre les racistes, mais ils luttent contre un racisme. On en est presque à penser que les racistes eux-mêmes seraient victimes du racisme systémique dont la France ou l'Occident seraient coupables. Vous voyez, c'est ça la révision de la réalité. C'est quand on a un présupposé idéologique ou théorique qui force
toute une Et science. on bourre, et on fait rentrer tout là-dedans. Et on fait rentrer tout là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on va voir, par exemple, dans les analyses en littérature. C'est ce qu'on va retrouver sur la réécriture des vies de saints au Moyen-Âge. Alors, au donnez-nous prisme. des exemples précis. par Typiquement, exemple, les analyses des vies de saints au Moyen-Âge au prisme de la lecture queer ou transgenre. Existe-t-il une sainteté transgenre ou une sainteté queer au Moyen-Âge ? Ah d'accord. Une archéologie. Ah oui, on regarde s'il y a des saints transgenres ou des saints queer. Alors je dirais même à l'inverse, on regarde s'il n'y a pas des queers saints ou des transgenres saints, et en faisant d'ailleurs de la question de la transsexualité ou de la transidentité un enjeu majeur pour le Moyen-Âge. Il y a une archéologie du genre qui va par exemple, alors on connaît l'exemple de la tombe des Vikings, de la tombe de Vista, où on essaye justement d'analyser le squelette pour prouver à tout prix que ce squelette est un squelette d'une personne transgenre. Il y a un excellent article que nous avons publié pour démonter un peu cette mystification, mais on voit apparaître effectivement ce problème aussi dans l'université. On révise l'histoire à l'aune de ce type d'analyse. Et ça va très loin, François-Xavier Salvador, parce que par exemple, en fait, une science dure, et Dieu sait, la biologie, elle est niée par les woke. Alors c'est il n'y a ça, pas de biologie. Alors là on a on a dans l'ouvrage, vous savez, Leonardo Orlando qui enseignait le darwinisme au sein d'une école de sociologie à Sciences Po, à Sciences Po Reims, sur le campus de Sciences Po Reims, qui avait été interdit d'enseignement parce que lui justement prétendait enseigner le darwinisme et donc l'évolution sur le campus, ce qui avait profondément déplu à la nomenclature en place et qui avait abouti à ce que son cours soit éliminé. Ça peut se comprendre si on veut bien comprendre que nous sommes dans une société du tout culture en réalité. C'est-à-dire qu'il suffit d'affirmer ce que l'on croit que l'on est. Vous voulez dire du rien culture? Alors si vous voulez, du rien culture, absolument. Mais c'est ça, mais c'est la prime accordée. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a justement un équilibre à trouver entre le tout biologique, qui est extrêmement dangereux sans doute, et le tout culturel que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes là à un moment où le pendule est poussé à l'extrême du côté du tout culture. Je suis ce que je veux. Un loup, une table, un homme, une femme, ce que je veux être. Et cette morale aboutit à mettre la science au pas. Et c'est ce que nous dénonçons comme un obscurantisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre toute la science au pas, sous prétexte de mots-clés idéologiques qui viendraient confirmer une vision de la réalité. Et je pense que vos auditeurs sont suffisamment malins pour comprendre que ce qu'on appelle réalité aujourd'hui, ce que la science essaye d'appuyer comme une réalité, juste derrière, il y a la politique. C'est-à-dire que lorsque la politique commence à s'appuyer sur la science pour dire qu'elle a raison, et quand la science n'a plus pour objectif que de dire que le politique a raison, on assiste à quelque chose de très dangereux. Et quand on voit, d'ailleurs on va en parler, que d'ailleurs on l'a vu, si vous dites que ce soit en Amérique ou ailleurs, qu'il y a un homme et une femme et basta, vous êtes le dernier des derniers. Mais en France aussi. En France aussi, on a l'exemple d'un collègue, c'est arrivé il y a 2 mois, qui est passé donc au CNESER, qui est la chambre disciplinaire de l'université au niveau national, et qui a donc été puni de 2 ans sans salaire et exclu du campus de son université dans le sud-est de la France, parce que c'est un psychologue qui a dit dans ses cours notamment que la gestion du trauma en psychologie n'était pas la même pour les hommes et les femmes. Et ça a abouti à une dénonciation. Et il a été privé de salaire pendant 2 ans. De salaire. Oui, pendant 2 ans. C'est assez effrayant. Donc tout ça n'arrive pas qu'aux États-Unis. Et moi, je préside cette association d'universitaires qui s'appelle l'Observatoire du décolonialisme. Et nous sommes régulièrement sollicités par des collègues qui sont en difficulté. Et qui sont mis en difficulté par leur université, justement, du fait qu'ils n'ont pas forcément ni l'attitude ni le discours qui va dans le sens de cette nouvelle morale. Mais alors c'est intéressant et on va en parler après cette toute petite pause. François-Xavier Salvador, il y a quand même une chape de plomb dans l'université qui s'est abattue là-dessus. Enfin, sans exagérer, mais quand même, il y a quelque chose qui est là. Mais bien sûr, c'est lié à la sociologie de l'université elle-même, c'est lié au fonctionnement administratif de l'université, au financement porté par l'Europe. Une chape de plomb, oui, sans doute. Enfin, en tout cas, il y a une autocensure ou une censure qui s'exerce dans l'université de manière plus ou moins affirmée, mais qui aboutit à ce désastre. On va continuer d'en parler et de voir un peu comment on peut résister. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Après cette petite pause, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est l'obscurantisme woke, d'abord lisez ce livre, Face à l'obscurantisme woke, de Xavier Laurent Salvador, d'Emmanuel Hénin et de Pierre Vermeuren, bien sûr. Et alors, je vais vous citer quelque chose, Xavier Laurent Salvador, je vais y arriver.
Emmanuel Hénard, alors voilà par exemple, je vous dis, auditeur de Sud Radio, résident de Sud Radio, quelques sujets de recherche, subventionnés bien sûr, qui sont traités à l'université, que des étudiants présentent, avec des directeurs de recherche. Musicologie gay, lesbienne et queer. Musicologie, donc il y a une musicologie gay, lesbienne et queer. Moi je croyais qu'il y avait des musicologies, non. Hétéronormativité dans les sources, représentation et transgression de l'injonction hétérosexuelle. Évidemment, nous rappelons que le grand coupable, c'est le mâle hétérosexuel blanc. Alors lui, il faut le supprimer, c'est clair. On est encore là pour quelque temps, mais je ne sais pas combien de temps. Et puis il y a contre-jeu, JE, genre et énonciation minoritaire en littérature. Passionnant tout ça. Oh, c'est passionnant. Ah oui, au mauvais moment, au mauvais endroit, oui. Et il y a la saloperie qui frappe, l'innommable, le massacre au couteau ou ailleurs, ou le viol, ou le tabassage, etc. Et franchement, hélas, on en parle aujourd'hui presque, on se dit, c'est évidemment le sentiment d'insécurité que certains ministres disaient, on sait très bien ce qui se passe, la vraie insécurité, depuis la France Orange Mécanique et autres, on en parle, on en a parlé, hélas, on en parlera encore, parce que ça devient presque, ce n'est plus un fait divers, c'est un fait de société. Même un ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Bruno Retailleau, l'a reconnu, un peu tardivement, mais bon. Mais là, il ne s'agit pas de ça. On veut comprendre pourquoi il y a différence de traitement quand c'est Aboubacar ou quand c'est Lorraine, quand c'est Naël ou quand c'est Elias, quand c'est tel ou tel ou tel. Mais tout crime est dégueulasse, qu'il soit de Naël, qu'il s'appelle Abdallah ou qu'il s'appelle Laurent ou qu'elle s'appelle ou Lola. Mais ce qui est dégueulasse, c'est quoi? C'est ce crime, c'est cette peine de mort qui s'applique presque tous les jours. Et pourquoi alors certains parlent, dans certains cas, oui, il faut faire une minute de silence à l'Assemblée nationale, oui, il faut dire que c'est pas possible, qu'il y a tel ou tel fragment de la population qui est en danger, et puis d'autres qui disent, attention, récupération. Pierre-Marie Sèvres, bonjour. Bonjour André Berkoff. Vous êtes, je rappelle, et on vous reçoit et toujours avec plaisir, vous êtes partagé. Directeur de l'Institut national de l'Institut pour la justice. Pour la justice, pardon. Et justement, je sais que vous êtes penché là-dessus du point de vue à la fois des statistiques, des chiffres et des significations. Alors pourquoi effectivement, on l'a constaté encore récemment, pourquoi c'est 10 poids 10 mesures, j'allais dire, plutôt que 2 poids 2 mesures? Oui, alors c'est extrêmement intéressant parce que ça n'aurait été, c'est évidemment une grande différence avec ce qui a pu avoir lieu dans le passé. Moi, je me réfère très souvent, et vous le connaissez, vos auditeurs le connaissent certainement, l'ouvrage de Jérôme Fourquet, L'archipel français. Ouais. Je pense que c'est le meilleur, en tout cas, en ce qui me concerne, livre de sociologie, le meilleur portrait de la France récent, avec les suites qu'il y a eu ensuite. Tout à fait. La France n'est plus un pays homogène, république une et indivisible. Nous ne sommes plus un pays un et indivisible. Nous sommes un archipel avec un phénomène de communautarisation qui se développe depuis au moins 20 à 30 ans, qui a mis beaucoup de temps à se développer, mais qui aujourd'hui est bien avancé, qui a pour racine, non exclusive, mais pour racine, une des racines principales, c'est tout de même les flux migratoires qui ne sont pas régulés depuis la fin des années 70, donc qui amènent beaucoup de gens de diverses cultures, qui évidemment peuvent avoir une assimilation plus compliquée. Ça n'est évidemment pas la seule raison. Je renvoie à Jérôme Fourquet et l'américanisation, enfin bref, etc. Et donc, le résultat, c'est que, in fine, on en arrive effectivement à une situation où chacun s'est mort. Et c'est absolument... C'est ça qui est terrible. Chacun s'est mort. Oui. Je ne défends que les morts de ma communauté ou de mon milieu politique et autres. Exactement. On le voit très bien avec Aboubacar Cissé, où c'est évidemment une tragédie, comme tous les meurtres. Nous, à l'Institut pour la justice, on s'oppose évidemment. Nous, on lutte contre l'insécurité. Donc, on lutte évidemment contre ce genre de meurtre qui est insupportable. Mais c'est vrai qu'il y a eu une instrumentalisation évidente par la gauche de ce meurtre, que c'est une personne déséquilibrée qui l'a tué. Le motif islamophobe n'est a priori pas retenu par... En tout cas, n'a pas été retenu ni par le procureur, voilà, ni exactement. Et ça semble assez clair, même en tant qu'observateur. Donc c'est instrumentalisé par une certaine partie de la société, par des forces politiques, et à l'inverse, d'autres meurtres qu'on pourrait considérer faire plus l'unanimité, typiquement l'affaire de Lorraine à Nantes,
eux assassiné de 51 coups de couteau, faut le rappeler. Et puis Lola. Sur tout le corps. Bon, l'affaire Lola qui avait été extrêmement politisée, alors que bon, moi je peux considérer que l'affaire Lola pouvait poser un clair problème en termes de dysfonctionnement judiciaire, puisque c'était une personne qui ne devait pas être sur le territoire national qui avait commis ce meurtre. Donc bon voilà, on en arrive à une situation d'archipel français où chacun s'est mort. C'est une tragédie, mais malheureusement c'est dans la lignée de ce qui change en France ces dernières années. Oui, alors justement, parlons de ça. Et pourquoi on parle? Mais c'est vraiment une question politique. C'est-à-dire, selon que vous soyez de tel ou tel bord politique, vous allez parler de récupération d'un côté et autrement de crime abominable de l'autre. Alors moi, je ne voudrais pas surinterpréter le rôle des politiques. La réalité, c'est qu'il y a des communautés en France qui vont se sentir plus proches ou moins proches de certaines affaires. C'est vrai, non mais médiatiquement, on entend les politiques très vite. Bien sûr. Et il y a une instrumentalisation, effectivement. Oui. Mais je voudrais pas non plus être dans l'extrême inverse qui dit, vous savez, si l'extrême droite est si haute en France, c'est la faute de CNews. Vous voyez, ce discours-là, il n'y a pas uniquement les médias et les politiques qui vont faire grandir une affaire. Il y a aussi, tout simplement, et c'est vrai, je pense qu'il y a des gens que vous pouvez croiser dans la rue, vous leur parlez d'une affaire ou d'une autre qui peuvent être similaires à pas mal de points de vue, mais ils vont avoir un ressenti et ils vont être personnellement, et ça on ne peut même pas tellement leur en vouloir. Non, bien sûr, on lutte contre le phénomène d'archipélisation de la société. Il y a des gens qui vont sortir plus proches ou moins proches de certaines affaires, de certaines victimes. Ah, c'est un fait. Et la politique arrive en deuxième ligne. Oui, je vois bien, mais pourquoi je parle de ça? Évidemment, il y a ça, et c'est normal. Enfin, c'est normal. On comprend que des gens soient plus concernés par l'un que par d'autres. Mais moi, je parle des médias. Je parle de la médiatisation. Il faut en parler, y compris nous, y compris d'autres. Pourquoi choisir? Moi, je ne comprends pas que les médias, qui ne sont pas concernés justement par ça, choisissent leur mort ou choisissent la bonne victime ou la mauvaise victime. Alors, vous avez encore vu. Je sais bien que vous avez remarqué que ces dernières années, il y avait tout de même une religion woke, progressiste, on peut l'appeler comme on veut, qui décide qu'il y a des privilégiés qui ne méritent aucun égard, et il y a des supposés oppressés qui finalement deviennent les privilégiés, puisqu'on leur accorde des privilèges basés sur notre première assumption, comme qu'il y aurait d'autres privilégiés. Et donc ces oppressés-là, ces privilégiés-là seraient les blancs, les groupes majoritaires d'une manière générale, donc les blancs, les chrétiens, bref, donc les hommes, ça peut être tout un tas de choses. Et à l'inverse, il y aurait les minorités, donc les minorités opprimées, musulmans, voilà, exactement. Et donc, pour beaucoup de personnes qui adhèrent à cette religion progressiste, puisque c'est une idéologie, c'est une religion, pratiquement, on a des dogmes, etc. On ne remet pas en question le colonialisme, c'est forcément mauvais, on ne s'intéresse pas à la réalité. Le privilège blanc, etc. Voilà, par définition, ils sont mauvais. Les blancs seraient mauvais par définition, et peu importe qu'ils le sachent d'ailleurs. Et d'ailleurs, beaucoup de blancs qui adhèrent à cette idéologie disent « moi-même en tant que blanc, je suis colonialiste », enfin bref. Donc, c'est un dogme, ils se moquent de la réalité rationnelle, et donc, au final, effectivement, selon leur prisme à eux, il y a des victimes qui méritent beaucoup d'égards, il y a des victimes qui n'en méritent pas, qui n'en méritent aucun. Donc c'est finalement, vous avez raison, c'est le résultat d'une idéologie, moi j'appelle ça une religion, la religion progressiste qui a 40 ans, qui a mis du temps à se développer, qui ne touche pas d'ailleurs la majorité de la population, qui touche une minorité de la population, peut-être 20 à 30% d'élites urbaines, etc. Et effectivement, à partir de ce prisme-là, de cette religion-là, on en perd toute la raison, et on va considérer qu'un meurtre commis par une femme sous OQTF sur une gamine de 12 ans, qui était l'affaire Lola, après acte de barbarie et de torture, va être moins grave et mérite moins d'attention médiatique et politique que le meurtre tout aussi grave, bien sûr, tout aussi abominable et plus que regrettable, le mot évidemment trop faible, d'un homme par un déséquilibré au hasard sur lequel on pourrait faire des choses. Moi je le dis, on pourrait faire des choses. Ça n'est pas normal qu'un homme déséquilibré sur lequel on avait eu des éléments ait été en liberté. Mais il y en a eu d'autres, hélas. Et il y en a eu d'autres, et il y en a bien d'autres. Mais effectivement, il y a un deux poids deux mesures qui paraît complètement aberrant, aberrant et idéologisé. Ouais, et je crois que c'est là-dessus qu'il faut vraiment se battre. Encore une fois, comme vous dites, je veux dire, nous on est pour l'abolition de la peine de mort, mais véritablement, et à tous les niveaux, et pas seulement, et au niveau des assassins aussi. Ouais. Exactement. Merci Pierre-Marie Sèvres. Merci à vous. Merci. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. On parle beaucoup de liberté d'expression, hein. On parle beaucoup de liberté, égalité, fraternité. J'adore, hein. C'est sur les frontons de toutes nos institutions. Mais en même temps, alors les journalistes, c'est intéressant. Certains passent leur temps à faire de nouvelles chartes. Notamment, voilà, une charte de Marseille sur l'information et les migrations. Voilà. Oh, elle vient de sortir un certain nombre de journaux, de plateformes, on l'a signé, très bien, un certain nombre d'agences. Mais quand on lit, effectivement, cette charte, je ne veux pas la lire entièrement, on se dit... Est-ce que les journalistes sont des enfants qu'il faut éduquer et il faut faire attention? Ils savent peut-être lire et écrire, ils savent peut-être transmettre, mais il faut qu'ils soient disciplinés. Par exemple, alors c'est sur les migrations. Il faut savoir, alors, prendre conscience que le sujet des migrations doit être traité de manière transversale. Les causes de mobilité humaine sont complexes et multifactorielles. Les angles de traitement doivent être exigeants et refléter ces différents prismes. Ah bon? Parce que on les révèle plein, de part et d'autre, hein. On a parlé des indignations à 2 poids 2 mesures. On a parlé du woke. On a parlé du narratif qui nie toute réalité, hein. Et il y en a. Eh bien alors, voilà, là, exposer les mécanismes de la désinformation et des stéréotypes sur les migrations en fournissant des informations vérifiées, sourcées et contextualisées. Voilà, un journaliste doit respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Bon, écoutez, si c'est pour des banalités de base que vous dites, eh bien, tout le monde le sait, ça. Sauf que, qui l'applique et pour qui? Parce que ce qui ne se dit pas derrière, c'est l'idéologie. Comme si le journaliste était une espèce de robot, soi-disant absolument neutre, objectif et tout. Vous voyez, par exemple, veiller à ne stigmatiser aucune population. Les journalistes doivent garantir, toujours dans cette charte de Marseille, que toute couverture médiatique respecte la dignité des personnes migrantes et s'interroger sur leur propre perception et biais. La charte de Marseille recommande aux journalistes de le mentionner, écoutez bien, de le mentionner l'origine, la religion ou l'ethnie que s'ils estiment que cela est pertinent pour l'information du public. Ah bon? Et qui va juger de savoir ce qui est pertinent? Est-ce que c'est le journaliste avec son honnêteté, et Dieu sait s'il y a des journalistes honnêtes qui font leur boulot, ou c'est une commission peut-être de cette charte qui va décider de cela? Qui va décider et en fonction de quels a priori? Vous voyez l'hypocrisie fondamentale de cela et quoi? Et que si je suis d'un bord ou d'un autre bord de ce qui se passe actuellement en France et dans le monde, évidemment que je vais je vais pencher, je vais essayer d'aller vers tel. Et sous couvert de dire, attendez, non, là, vous n'avez pas le droit de parler de ça, par exemple, les statistiques ethniques, c'est valable dans énormément de pays, sauf en France. Alors, si je parle de statistiques ethniques, est-ce que je respecte la charte des journalistes ou pas? Et qui décide de cela? Et si j'étais dans un autre pays, je pourrais le faire? C'est incroyable. Une couverture journalistique équilibrée des migrations doit prendre soin de s'informer auprès de l'ensemble des parties prenantes, en particulier les premiers concernés. Ben, bien sûr. Cela dit, qui va me garantir que d'un côté comme de l'autre, on ne va pas raconter des histoires? En fait, cette charte ne sert à rien. Simplement rappeler que les journalistes doivent évidemment travailler à enquêter, doivent évidemment travailler à prendre les parties des 2 côtés, mais dites-moi, dans la réalité, vous le savez très bien que beaucoup, et la plupart du temps, je dirais, eh bien, il y a des informations biaisées d'un côté comme de l'autre. On ne va pas prendre des exemples. Vous n'avez qu'à regarder un peu partout ce qui se passe. Donc, le problème, il n'est pas du tout. Il n'est pas là le problème. C'est pas de faire une énième charte qui fait très très bien et qui fait beau dans le paysage. Ce qui compte et ce qui est le plus important, c'est que quand il y a une information qui paraît fake news, quand une information biaisée et tronquée, eh bien que d'autres aillent faire une contre-enquête et dire pourquoi c'est faux. On l'a vu sur le Covid, on l'a vu sur le climat, on le voit dans la guerre Russie-Ukraine, on le voit dans tout ce qui se passe actuellement et on le voit sur
entre Israël, Palestine et autres. Eh bien, écoutez, il y a certaines informations, il y a des contre-informations, que chacun fasse vraiment son travail et fasse au fond, et ne se cache pas derrière cette espèce de fausse charte qui ne sert strictement à rien pour continuer à raconter les mêmes histoires sous couvert, effectivement, de l'angélisme et du bon camp et du camp du bien. Parce que c'est ça, encore une fois, cette charte de Marseille, c'est simplement une espèce d'enfumage au nom du bien. Non, 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 non. Faites votre boulot, vous avez peut-être des convictions, mais faites votre boulot. Et si vous trouvez que telle ou telle enquête et que tel ou tel article ne va pas, eh bien faites la contre-enquête et attaquez-la. C'est ça l'important. C'est la contradiction. Ce n'est pas une charte rédigée quand même dans une espèce de banalité de base qui devrait être la charte de tout journaliste, mais qui n'apporte rien de nouveau. Donc ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Les chartes, on le sait très bien, depuis la charte de Munich et autres, malheureusement ne sont pas suivies. Ce qui peut être suivi, et la seule chose qui compte, c'est le vrai travail du journaliste. Travail d'enquête, travail de vérification, et pas au service de tel ou tel gouvernement, pas au service de tel ou tel lobby, pas au service de telle ou telle institution. Voilà. Donc, la contradiction, la dialectique. Et oui, chers amis, la dialectique, c'est la seule qui casse des briques. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. La violence en France, faire face à la violence en France, au nom de la protection de l'enfance. Et mineur violent, état inconsistant pour une révolution pénale. Bonjour Maurice Berger. Bonjour M. Berkov. Bonjour, je suis très heureux de vous recevoir. Je vous ai déjà reçu, vous êtes psychiatre, vous êtes pédopsychiatre, et vous vous occupez depuis des décennies de ce qu'on appelle la jeunesse violente. Et justement, et chaque fois qu'on vous a entendu, qu'on vous lit, vous avez des points de vue qui sortent du ronron qu'on entend en général sur on ne peut rien faire, voilà, c'est comme ça, l'état de violence, le sentiment d'insécurité, l'insécurité, la France est orange mécanique pour les uns, des faits divers pour les autres, tout ce qu'on entend d'une espèce de gloubi-boulga de mots. Et vous, je voudrais qu'on revienne là-dessus, Maurice Berger, parce que votre titre, déjà le titre de vos plus récents, le livre le plus récent, c'est « Mineur violent, état inconsistant ». Mais on a l'impression que c'est comme ça depuis des décennies. Est-ce que quelque chose a changé? Ou est-ce que ça s'est aggravé? Ah, ça s'est nettement aggravé. C'est pour ça que j'ai écrit ce dernier petit livre. Ça s'est aggravé au sens où il n'y a plus que très peu d'endroits sur le territoire français où on est en sécurité. Donc ça s'est étendu. Cette violence s'est rajeunie. On a maintenant des meurtriers âgés de 13 ans. Et depuis le Code pénal de la justice des mineurs, nous avons une augmentation de l'érosion de la peine. Donc oui, ça va nettement plus mal. Les chiffres 2022 du ministère de la Justice, c'est 28 000 mineurs de moins de 13 ans déférés devant les tribunaux, dont 4 000 de moins de 10 ans. Voilà. 4 000 de moins de 10 ans. Ouais, c'est impressionnant, juste par rapport à ce que vous disiez. Vous savez que Maurice Berger, Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur et aujourd'hui ministre de la Justice, disait dans une interview il y a 2 ou 3 jours à Guillaume Pley, il disait, il allait même plus loin que vous, il disait, il n'y a plus d'endroits safe, disait-il, en France. Carrément. Et lui, ministre de l'Intérieur pendant X années. Eh bien, je dirais qu'il a mis du temps pour le dire. Ouais. Je me rappelle encore M. Darmanin disant « Je suis à 10 000 lieues de penser, par exemple, qu'il y a un lien entre violence et immigration. Ouais. » Il l'a reconnu par la suite. Donc, mais il n'y a pas que... Bon, tant mieux s'il le reconnaît. Moi, je suis content de voir que il va pouvoir essayer d'agir sur cette réalité. Oui,
Alors justement, on va en parler parce que justement vous parlez d'un côté mineur violent, de l'autre côté l'État inconsistant, et on va parler de l'érosion effectivement de la peine Mais je voudrais revenir, Maurice Berger, qu'est-ce qui fait le mineur violent, et qu'est-ce qui fait, je me rappelle, on avait eu une conversation il y a 2 ou 3 ans pour l'un de vos livres, et vous disiez, au fond, moi ça m'avait frappé ce que vous aviez dit à l'époque, vous avez dit, eh bien ils vont jusqu'au bout, c'est-à-dire que quand, par exemple, pour un regard, pour quelque chose dans un bus et ailleurs, vous dites, et vous avez eu des confessions de mineurs là-dessus, oui, il faut aller jusqu'au bout, il n'y a pas de problème, on ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui fait que cette espèce d'absence, qu'est-ce qui crée cette absence de limite? On casse la gueule, mais on va plus loin que casser la gueule, on le laisse pour mort. Oui, effectivement, il faut éliminer celui qui gêne. Et derrière cela, on a des processus psychiques complexes. Je dois dire que je n'ai pas... il y a quelque chose de mystérieux dans ce besoin d'éliminer complètement l'autre. Ouais. C'est un mode de relation à autrui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans lequel il n'y a pas de culpabilité, pas de remords et pas d'empathie. Plus exactement, aucune empathie périphérique, parce que ces mineurs ont ce qu'on appelle une empathie proximale, c'est-à-dire qu'ils ont de l'empathie pour leur propre famille. Quand un mineur viole une jeune fille et il dit elle était consentante, c'est pas grave, et puis là, évidemment, c'est filmé et on voit sur le film qu'elle n'est pas du tout consentante. Ouais. Et si je lui pose la question, qu'est-ce que tu dirais si on avait fait la même chose à ta sœur? Ah ben, j'irais le tuer. J'irais tuer le sœur. Donc, on n'a pas cette empathie périphérique. Et alors, ce qu'on sait, c'est que très souvent, il y a quand même eu des négligences dans la petite enfance. C'est-à-dire, on n'a pas éprouvé particulièrement d'empathie pour ces mineurs lorsqu'ils étaient bébés, lorsqu'ils étaient tout petits, de grosses négligences éducatives. On sait aussi qu'il y a, j'en ai parlé, un fonctionnement clanique. Un fonctionnement clanique, c'est le code de l'honneur prime sur tout le reste. Ouais. Donc, je défends l'honneur de ma famille dès qu'on me critique un peu. C'est comme si on critiquait toute ma famille. Donc, le principal, c'est j'élimine celui qui critique. C'est impressionnant. Hein, là, récemment, j'ai parlé, je parle avec un mineur et je lui dis, violent, très violent, je lui dis, je voudrais rencontrer tes parents. Et il me répond, c'est impossible. Je lui dis, mais pourquoi? Et il me dit, parce que vous n'êtes pas fait comme nous. C'est-à-dire, je ne fais pas partie du clan, donc je suis fondamentalement un étranger, je ne pourrais pas comprendre. Et puis, là c'est vrai qu'il y a, comment dire, j'y réfléchissais encore avant l'émission, et cette espèce de toute-puissance qui consiste à faire littéralement disparaître l'autre. Parce qu'il ne suffit pas de le tuer. Après, vous avez bien vu les vidéos sur lesquelles on s'acharne. Ouais. On s'acharne. Voilà. C'est qu'il ne doit plus exister. Il faut vraiment le faire disparaître. Il ne doit plus exister. Il faut le massacrer, quoi. Oui. Ah ben, on ne peut pas le laisser blesser. C'est encombrant. Encombrant parce que il y a quelque chose d'insupportable dans le fait de voir le corps de la personne abîmé, mais encore vivant. Donc il faut mettre fin à tout ça. Ouais. Et, on peut le relier avec l'érosion de la peine, c'est-à-dire que actuellement, beaucoup d'homicides ou de tentatives d'homicide sont déqualifiés. C'est-à-dire que ça devient coups et blessures volontaires sans intention de donner la mort. Ouais. Alors, ce qui se passe, disons, de mon côté, c'est que je travaille en même temps comme psychiatre en réadaptation fonctionnelle pour adultes. Ouais. Et je vois des victimes. La photo actuelle, c'est que j'ai 4 personnes victimes d'agression dans mon service actuellement, dans ma clientèle. Et je leur demande de m'amener la décision du tribunal. Ouais. Et c'est effrayant. C'est-à-dire que c'est des sursis ou des peines de quelques mois au maximum avec le bracelet à domicile, mais pas de prison ferme pour les mineurs.
Donc et ces gens-là, pardon Maurice Berger, les gens que vous avez justement, que vous traitez, ils ont été très durement agressés? C'est des agressions fortes, très dures? Ah oui, mais une question que j'ai, c'est quelle représentation se fait un juge d'un cerveau qui saigne de partout? Est-ce qu'il se rend compte de ce que c'est? Et donc moi j'ai d'un côté le patient, ses IRM, sa souffrance psychique, les dégâts énormes au point de vue capacité de réfléchir, impulsivité, dépression, des gens qui ne peuvent plus travailler, le jugement. Et les autres jours, j'ai des jeunes qui me disent littéralement, de toute manière, je sais que même si je fais quelque chose de grave, je n'irai pas en prison. Donc c'est ce qu'on appelle blessure réelle, peine virtuelle. C'est fou. Ils ont cette conviction, ils vous disent ça, oui. De toute façon, oui, je peux y aller, voilà, je risque pas grand-chose, quoi. Il y a le cas qui s'appelle Henri, qui est bien décrit, qui a été très documenté. C'est un mineur lardé de coups de couteau, tué après avoir été lardé de coups de couteau. Et c'est coups et blessures volontaires sans intention de donner la mort. Oui, d'accord. C'est terrifiant. Mais alors, dites-moi, cette érosion pénale, justement, Maurice Berger, on en parle, elle date de quand? Enfin, je veux dire, sans qu'il y ait un jour précis, bien sûr. Pourquoi cette érosion pénale et pourquoi, c'est quoi? On a plus il y a pas assez de prisons, et il y a quoi? Il y a un laxisme, il y a tout ça à la fois. C'est les motifs les causes de cette érosion. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne, il n'y a pas de place dans les prisons, ma réponse est non. Parce que, autant pour les majeurs, dans les maisons d'arrêt, on est à 140% de taux d'occupation en moyenne, ce qui d'ailleurs est scandaleux. Mais pour les mineurs, on a quelque chose comme 62% de taux d'occupation en moyenne. C'est-à-dire, d'un côté, les établissements pénitentiaires pour mineurs, et d'un autre côté, ce qu'on appelle le quartier pour mineurs en maison d'arrêt, qui est la cellule. Donc, on a de la place. Donc, c'est un autre problème, c'est un problème idéologique. Alors, c'est un problème idéologique c'est-à-dire, qui est vaste. Vous savez que l'ordonnance de 1945, demandée par De Gaulle pour la délinquance des mineurs, disait qu'il doit y avoir une primauté sur l'éducatif par rapport au répressif. Justifié parce qu'avant, c'était vraiment des maisons de redressement, des maisons de correction. C'était une violence sur mineurs. Nous sommes 80 ans plus tard, 80 ans, oui, plus tard. Oui, 80 ans, absolument. Bon. On a toujours des personnes qui maintenant annonnent, puisque ce n'est plus valable. La violence a changé de nature. Elle s'est rajeunie, elle va jusqu'au bout. Il n'y a plus aucune culpabilité. Et donc, nous avons des éducateurs, certains, pas tous, mais en particulier de la protection judiciaire de la jeunesse. Nous avons des politiques. Nous avons et ça a été ma surprise, des avocats, des différents conseils, des différents barreaux, qui continuent à annoncer cela, et ce qui a été directement à l'origine de la mort d'Elias. C'est-à-dire ne pas mettre de butée. Alors, je m'explique. La question, c'est celle de la prison. Et la prison est très très mal comprise actuellement. Alors, on rabâche là aussi, depuis Victor Hugo et puis Michel Foucault, la prison est l'école du crime. C'est faux. Rappelons-nous la phrase de la magistrate, Madame Béatrice Brugère, qui dit « l'école du crime, c'est avant la prison ». Ça, c'est extrêmement important. Alors, on oublie ça, que des multi-récidivistes. Donc on dit les résultats ne sont pas bons. En fait, ils ne sont pas si mauvais que ça, d'ailleurs, si on regarde les chiffres. Et on ne comprend pas que la prison a 3 fonctions. La première, c'est une sanction, parce que, effectivement, la sanction fait partie de l'éducation. Et en France, on n'arrive pas à articuler la sanction et l'éducatif.
C'est quelque chose de mystérieux. Le deuxième point, c'est que la prison, c'est une butée qui montre aux mineurs que c'est grave. C'est-à-dire que c'est un miroir. Actuellement, c'est un mur, oui, c'est un mur. Comme on a des peines qui signifient aux mineurs, mais c'est pas grave ce que tu as fait, on a d'un côté des juges, pas tous, on a des juges qui sont beaucoup plus sévères et campés dans la réalité. Mais on a un mineur qui dit ce que je fais, c'est pas grave, et un juge qui prend une mesure qui signifie que c'est pas grave. Donc, ces mineurs, le seul miroir qu'ils ont, c'est est-ce que je vais prendre cher? Donc, ça ne les aide pas de ne pas proposer une incarcération. De ne pas continuer. Le troisième point, c'est que la prison, c'est un arrêt d'agir. Étymologiquement, prison, c'est prise de corps. Donc, il ne peut plus frapper. Et à ce moment-là, il peut, pour ceux qui arrivent, commencer à réfléchir, à penser. On va en parler juste après, parce que ce qui est très important, c'est de donner des cas à Maurice Berger après cette toute petite pause. Et je vous signale que si vous avez envie d'intervenir, évidemment, de poser des questions à Maurice Berger et d'intervenir dans notre entretien, 0826 300 300, je rappelle, 0826 300 300. À tout de suite, c'est au cœur de ce qui se passe, notamment en France aujourd'hui et ailleurs. La violence, à quel prix au sens le plus pluriel du terme, bien sûr. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes plus que jamais avec Maurice Berger, psychiatre et pédopsychiatre. Et justement, c'est très intéressant, Maurice Berger, parce que vous avez à la fois, vous soignez, vous vous occupez à la fois de victimes d'actes violents et très violents. Et comme vous dites, la vie entière, même s'il n'est pas mort, la vie entière de la personne est affectée. Et puis, vous vous occupez aussi, et depuis longtemps, des mineurs violents et ultra-violents, justement. Et vous avez ce point de vue transversal qui est très important aujourd'hui. Et je voudrais simplement revenir, parce que c'est intéressant d'illustrer, vous avez dit l'affaire Thomas est tout à fait exemplaire là-dessus. Je voudrais que vous rappeliez cette affaire de Thomas. Thomas ou Elias? Elias, pardon, excusez-moi, Elias, voilà, je parlais de Thomas. Oui, c'est autre, Thomas, c'est autre chose, c'est l'histoire de Crépol, c'est autre chose. Bon, les éléments que j'ai, comme tout le monde, c'est que on a un mineur qui a commencé ses faits de délinquance à 13 ans. Oui. Qui commet des actes violents de manière répétée. Et là, d'emblée, on est face à un problème majeur qui est ce que j'appelle l'obsession de la récidive. C'est-à-dire que les tribunaux, les juges des enfants, je préférerais d'ailleurs dire juges des mineurs, considèrent qu'il y a une sorte de... Alors pas tous, mais beaucoup de juges des mineurs considèrent qu'il y a une sorte de droit de premier tabassage. C'est-à-dire qu'il faut donner une chance à un jeune, mais sans tenir compte de la gravité de l'acte. Parce que c'est vrai que nous avons tous pu faire ce que j'appelle les conneries de l'adolescence. Oui, enfin, mais, pas jusqu'à aller tabasser ou presque à mort quelqu'un, quoi. Voilà, c'est sûr. On n'a pas fait couler le sang. Ouais. On n'a pas couler le sang, on n'a pas fait d'extorsion sous la menace d'une arme, on n'a pas brisé une articulation, etc., etc. Donc on voit le premier point, l'obsession de la récidive. Ensuite, il y a le code de la justice pénale des mineurs, qui est une authentique catastrophe idéologique, qui dit qu'il y a une césure. Donc ce mineur passe devant le tribunal et il va y avoir un délai de 9 mois, 6 ou 9 mois, pour voir comment il évolue avant que la sanction soit prononcée. C'est fou. C'est systématique, ça. La césure est systématique, c'est dans la loi. C'est systématique pour tout mineur. Oui, c'est dans la loi. Ouais. Alors, évidemment, s'il y a un meurtre, en fait, on a un dispositif où il faut aller pratiquement jusqu'à un meurtre pour que toutes les mesures signifiant la gravité soient mises en place, c'est-à-dire détention. Donc, ce mineur est laissé en liberté, et là, j'ai entendu mais il n'y avait pas assez de moyens, mais il n'y avait pas de place. Alors, peut-être que certains centres éducatifs fermés sont pleins, mais
il y avait de la place dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. C'est important de le savoir. Ensuite, il y a la terrible agression avec, comme à la machette. Donc on n'est plus dans le port du couteau, on est dans le port vraiment d'une arme destinée. Oui, d'une arme létale, terrible, la machette. Alors que le jeune Elias donne son téléphone, il est quand même tué. Ce qui, donc c'est aller jusqu'au bout. Et il y a une chose dont on n'aime pas parler, c'est le plaisir de tuer. Le plaisir d'agresser, et c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine, qui est plus fort chez certains, et ça fait partie de l'éducation, d'apprendre à contenir ces mouvements pulsionnels. Bon, donc ensuite, il y a encore une autre chose. De quelle manière, quels sont les principes de la justice à ce moment-là? Je trouve qu'il manque, mais aussi au niveau des politiques de certains éducateurs et certains magistrats, il manque un principe fondamental. C'est-à-dire, quelle société voulons-nous? Et est-ce que le premier principe, c'est la protection de la sécurité physique du corps, c'est-à-dire du corps des individus? Et il doit appliquer dans le cas d'Elias. Et je peux vous dire que ce principe n'est pas actuellement au cœur de la pensée législative, de la pensée judiciaire et de la pensée éducative. Et pourtant, c'est essentiel. Mais Boris Berger, je pensais naïvement que l'État était là, que les appareils d'État étaient là, notamment effectivement la police, la gendarmerie et autres, qui avaient le monopole en principe de la violence légitime, rappelons ça, le monopole de la violence légitime pour protéger les citoyens. C'est acte premier, disons. Mais apparemment, ce n'est plus du tout le cas, si cela n'a jamais été. Effectivement. Nous avons délégué à l'État l'usage de la force en échange de la protection de notre sécurité, en particulier physique. Cette protection, elle est assurée réellement, dans un premier temps, par les forces de l'ordre. C'est-à-dire que, oui, elles remplissent cette fonction, on peut compter sur elles. Mais après, quand on passe au niveau judiciaire, ça n'est plus... eh bien, la preuve, très souvent, ça n'est plus le cas. Et alors, le résultat, c'est que comme on ne se fixe pas cet axe comme prioritaire, on légifère toujours en retard par rapport à l'aggravation de la justice. On est toujours en retard. Donc on rajoute un bout de loi, on durcit une loi, parce que, mais c'est toujours trop tard, parce qu'on n'a pas fixé ce cap, cet axe prioritaire. Je vais dire les choses autrement. Nous avons affaire à... Il y a deux sortes de délinquance. Celle que j'appelle la délinquance par manque d'autorité. C'est l'atteinte aux biens, les incivilités, l'absentéisme scolaire, le vandalisme, où là, le rétablissement d'une autorité peut à lui seul servir de butée. Ça peut être une mise en internat, effectivement, une mise en centre éducatif fermé, etc. Et puis on a une autre sorte de délinquance, qui est la délinquance où ces sujets ne transgressent pas la loi, parce qu'ils n'ont aucune loi dans la tête. C'est-à-dire, la notion de loi n'existe pas. Oui, quand on demande à un de ces mineurs de s'arrêter, il n'y a pas de refus d'obtempérer, puisqu'il ne sait pas ce que c'est qu'obtempérer. Pour lui, il n'existe que la loi du plus fort. Et quelqu'un qui ne connaît que la loi du plus fort, c'est-à-dire la violence, doit rencontrer en face de lui une force supérieure à sa violence, une force judiciaire supérieure à sa violence. Le plus souvent, ce n'est pas le cas. Et alors, justement, oui, attendez, j'allais dire discrepancy en anglais, cette espèce de distanciation
de déphasage entre effectivement la réponse judiciaire et la violence et de quelqu'un qui ne sait absolument pas ce que c'est la limite, c'est ce que nous vivons actuellement, il faut bien le dire, et c'est devenu quotidien. On continue d'en parler après cette petite pause avec Maurice Berger. C'est fondamental parce que sinon c'est le tissu social qui se déchire lentement mais sûrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? On continue d'en parler. 0826 300 300 avec vous, auditeur de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et avec Maurice Berger, psychiatre et pédopsychiatre, auteur de Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale. La violence, qu'est-ce que c'est et comment la combattre? Et nous avons, Maurice Berger, nous avons deux auditeurs. Nous avons Jean-Pierre qui nous appelle de Leucate. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour André, bonjour Maurice Berger et bonjour à tous les auditeurs bien sûr. On vous écoute Jean-Pierre. Ouais. Eh bien voilà, d'abord je voudrais remercier Maurice Berger qui vient de révéler un chiffre très intéressant. On nous raconte tout le temps que les prisons sont pleines. Alors effectivement, il y a un taux de 140%, nous indique-t-il, pour les prisonniers adultes, mais 62% de taux d'occupation pour les mineurs. Et ça, il faut absolument que cela se sache, parce que nous entendons dans tous les médias que les prisons sont pleines et que c'est pour cela que les juges ne prennent pas de mesures. Voilà, donc félicitations. Vraiment, ce chiffre gagnerait à être connu et merci à André de le faire connaître. Mais il faut que ça se sache ailleurs. Bien sûr. Moi j'écoute. Voilà. Et nous continuerons à le faire. Oui. Voilà. Oui, Jean-Pierre. Alors, celui qui vous parle a vécu 5 ans en Algérie et a été intervenant formateur auprès d'une clientèle, si je peux dire, d'immigrés afro-arabo-musulmans. Et j'aimerais, si cela est possible, que Maurice Berger délaye un petit peu l'absence de loi. L'absence de loi dont il parlait tout à l'heure, le code d'honneur et déshonneur particulièrement valable dans ces nouvelles ethnies qui viennent s'inviter en France, et je ne parle pas des bouddhistes, des taoïstes ni des portugais, et donc la loi, l'absence du père aussi, l'absence du père qui me semble catastrophique dans nos nouvelles sociétés. Voilà, est-ce qu'il peut diluer un petit peu? J'oublie un petit point, j'ai noté, mais je suis un petit peu troublé. Alors attendez, j'ai noté. Je sais plus où j'ai noté. si, ça y est. Allez-y. Voilà, les conséquences aussi, cette nouvelle immigration depuis les années 60-70 n'est-elle pas une grande partie de sa clientèle, entre guillemets, entre parenthèses. Voilà. Oui, c'est assez lié à ce que vous avez dit. Ok Jean-Pierre. Oui, Maurice Berger, alors est-ce que sur ce plan-là, est-ce que vous avez des choses à dire, ça c'est sûr, mais à ajouter par rapport à la question Jean-Pierre? Oui, alors, le premier point, c'est sur le code de l'honneur et ses fonctionnements. Ce que je peux dire, c'est que je travaille presque à 100% avec des éducateurs et des familles d'accueil d'origine maghrébine. Et qui viennent des mêmes quartiers que les mineurs délinquants. Et dans les mêmes conditions économiques, parce que souvent on dit c'est la précarité, et on dit c'est la ghettoisation. Alors je vais expliquer. Je demande à ces éducateurs et familles d'accueil, et pourquoi vous n'avez pas mal tourné comme certains de vos copains? Et la réponse c'est, mes parents me cherchaient à la sortie de l'école, je ne devais pas traîner dans le quartier et je devais revenir à la maison tout de suite, mes devoirs devaient être faits, même quand les parents étaient illettrés. Ouais. Donc, on avait des parents qui avaient un projet parental. Ce projet parental, c'était que leur enfant devienne soit aimable en société, présentable en société, et qu'il soit capable de développer un projet personnel de vie, qui devienne autonome et qui ne reste pas forcément collé au groupe familial. À l'opposé, on a des systèmes familiaux qui sont les clans, dans lesquels on doit penser. Un clan, c'est un corps, avec souvent à la tête un patriarche ou une matriarche, et tout le monde doit penser pareil. On ne peut pas s'éloigner physiquement ou psychiquement,
Et donc, ces mineurs n'acquièrent pas une autonomie de pensée. Ils ne jugent pas par eux-mêmes. Et d'ailleurs, du coup, ils sont particulièrement influençables pour toutes les théories du complot, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que la ghettoisation est auto-sécrétée. Un autre point, c'est-à-dire qu'on ne s'éloigne pas. Un autre point, c'est que dans les familles qui avaient un projet parental, il y avait l'idée de s'enraciner dans le pays. Il le dit tel quel. Donc, d'en intégrer les lois. Et les codes, et les codes culturels et autres. Alors que dans d'autres systèmes, et c'est le problème actuel, on va voir se développer un fonctionnement communautaire. L'exemple typique, c'est celui de Samara, cette adolescente de 13 ans qui décide de se maquiller, de ne pas porter de voile, de flirter un peu avec les garçons, et qui a été rappelée à l'ordre par sa communauté, puisqu'elle a été elle a été frappée très violemment. Il a fallu la mettre dans le coma pour qu'elle ne convulse pas. Donc, normalement, l'adolescence, c'est le moment de tous les horizons possibles. Et quand on est dans un système communautaire, c'est ne pas. Les interdits, bien sûr. Oui, comme vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, non mais c'est très intéressant, Abdelkader, ce que vous dites, c'est le père qui donne une claque à son fils parce qu'il a volé, et le policier qui lui dit, mais non, il faut pas faire ça, on est en France, faut pas faire ça. C'est vrai, Maurice Berger, il y a aussi ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que ce que dit Abdelkader, et moi ça me paraît frapper au coin du bon sens, s'il n'y a pas effectivement une discipline à un moment exercée dès l'enfance, d'ailleurs vous l'avez dit de votre côté, la butée, ce dont vous parlez, évidemment le reste, et quand on leur dit non, il faut pas la fesser, c'est pas bien. Moi, je suis pas du tout pour la fesser, mais on fait quoi? On fait l'enfant roi? On fait quoi? Maurice Berger. Moi, je ne désavouerai pas le père qui a donné une claque parce que son enfant a volé. J'imagine, mon Dieu, les violences éducatives ordinaires, vous êtes en train de lui abîmer le cerveau parce que ça va le stresser, etc. C'est une forme la sévérité est aussi une forme d'investissement. C'est-à-dire, je préfère un père qui fait ça à condition qu'il ne mette pas une rouste et que ça s'en tire là. Je préfère ça à un père qui baisse les bras, d'une certaine manière. On peut s'opposer allez-y, je vous en prie. Un père trop sévère et dire oui, c'était trop dur, mais un père qui dit oh mon Dieu, je peux rien faire. Là, il manque quelque chose à l'enfant. Merci de dire qu'il vaut mieux un père qui quand même réagit à un père qui ne fait rien. Un père sévère, comme disait Jacques Lacan. Je crois que nous avons Philippe, et on va le prendre juste après cette petite pause. Nous sommes toujours avec Maurice Berger, et vraiment, lisez ce livre, je vous renvoie ce livre. Tous ces livres d'ailleurs, mais Mineurs violents, état inconsistant, c'est vraiment ce problème de la faiblesse et de tout accepter qui ne va pas actuellement. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Appel non surtaxé. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Un livre à lire, je le rappelle encore, Maurice Berger, Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale. Et je pense qu'on a besoin de révolution, c'est aux éditions L'Artilleur. Maurice Berger, nous avons Philippe qui nous appelle de Caen, c'est bien ça? Philippe, bonjour. Oui, bonjour André, bonjour docteur Berger. J'aimerais rappeler une petite chose. Il y a quand même pas si longtemps que ça dans l'histoire, à l'échelle du temps, qu'il existait des bagnes pour enfants. Ça, c'est une petite chose. Oui. J'espère que vous n'appelez pas à la résurrection des bagnes pour enfants, Philippe. Non. Bon, ouais. Mais je vais soumettre une petite piste à André Berger.
Alors, on a des problèmes apparemment, effectivement, avec certaines populations issues de différents pays ou autres, divers et variés. Hein. Ça, c'est pas, on le sait. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est pourquoi pas travailler avec des juges ou en tout cas un système juridique issu de ces pays-là. Je ferai le parallèle, André, avec ce qui s'est passé. Rappelez-vous l'accompagnement des policiers français avec des policiers roumains, etc., etc. Ouais. On va le transposer au niveau de la justice ou des éducateurs, enfin pas des éducateurs, mais de la justice. Je prends un exemple précis. Imaginez que vous faites des actes comme ça en Arabie Saoudite, dans le Maghreb, en Afrique noire. Vous savez qu'ils en sont à un point où vous avez des gens qui sont démembrés, on peut, enfin démembrés, pas démembrés, on peut couper un doigt humain. Alors, ce qui c'est quand même intéressant, c'est de relativiser les choses, parce que le docteur Berger disait tout à l'heure, oui, vous pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas de notre clan. Mais qu'est-ce qui se passerait si les mêmes actes étaient faits par une population ou des populations qui se revendiquent de cultures différentes, mais là-bas? Mais je veux dire, ils n'ont pas ce problème. Et pourquoi? Parce que c'est impossible, parce que c'est une question presque de... Une question d'être, je n'ai pas entendu. Oui. Un point de non-retour. Maurice Berger. Beaucoup de mineurs nous disent clairement, ça, je ne le ferai pas dans mon pays d'origine. Ah oui. Ils ne le feraient pas, d'abord parce que ça ferait trop honte à leur famille, mais ils ne le feraient pas aussi parce que le système judiciaire est beaucoup plus dur. Et on ne sort pas d'un commissariat en Algérie, un mineur délinquant ne sort pas d'un commissariat en Algérie dans le même état qu'un mineur sort d'un commissariat français. C'est tout à fait clair. Ce qui fait que quand ces mineurs arrivent en France, des majeurs aussi, tout d'un coup, c'est un pays, comme si c'était un pays qui n'avait pas de loi. Je caricature, mais pas tant que ça. Donc ils sont eux-mêmes surpris par le laxisme. Mais ça va plus loin. Mettons dans tel quartier, la population aimerait être protégée, cette population d'origine immigrée. Et elle est elle-même surprise de ne pas être protégée par le système judiciaire français. Ouais. Donc, disons qu'avant d'importer les systèmes judiciaires des autres pays, on a déjà une énorme marge de progrès possible et qui n'a rien de révolutionnaire. Et Maurice Berger, juste une chose par rapport à ce que vous dites et pour corroborer, vous avez raison, il y a eu des enquêtes, plusieurs qu'on a fait à Sud Radio, mais ailleurs aussi, où on a vu des familles dans des quartiers où règnent les narcotrafiquants se plaindre effectivement de ne pas pouvoir bouger. Eux-mêmes sont effectivement encadrés, frontiérisés par ces narcotrafiquants. Et je parle de familles d'origine immigration, en fait d'origine immigrée. Donc effectivement le problème, c'est presque le serpent qui se mord la queue. Mais justement, on va pas aborder, on va refaire une émission avec vous sur la révolution pénale. Mais vous diriez, Maurice Berger, aujourd'hui, quels sont les deux articles qui vous paraîtraient, les deux ou trois articles, qui vous paraîtraient le plus important si révolution pénale ou changement pénal ou réforme pénale il y a, qui devraient être appliqués en France pour ne parler que de celle-ci? Alors je peux vous dire qu'il y a des juges qui travaillent là-dessus, sérieusement. Comment dire, le minimum, ça serait tout d'abord une véritable comparution immédiate. Parce que la loi Attal, c'est pas une vraie comparution. Enfin, la loi Attal, c'est pour comparution immédiate, c'est seulement mineur de plus de 16 ans, mineur en récidive, toujours la récidive, mineur ayant commis un délit qui pour plus de 5 ans de prison, mineur d'accord pour la comparution immédiate. Vous comprenez cette espèce d'effet d'annonce de M. Attal en disant voilà, et puis quand on décompose, ça marche pas. Donc c'est comparution immédiate. Et fin de la césure, pardon, je vous pose la question, fin de la césure de ces 9 mois là. Alors, la première chose, abolition totale du Code de la justice pénale des mineurs. Tant qu'on en laisse un seul article, on n'avancera pas. C'est le premier point. Abolition totale de la justice pénale des mineurs. Oui. Du code pénal. Du code pénal, oui, pardon. Pénal de la justice des mineurs.
Ensuite, il faut que il y ait une spécificité de la justice pénale des mineurs. C'est-à-dire qu'on a des juges des enfants, qu'on appelle comme ça. Or, moi, je trouve qu'à 17 ans, 80 kilos, 1m80, c'est plus vraiment qui font des carjacking terriblement violents. Des rodéos, etc. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'il faut scinder et que le pénal soit confié à d'autres magistrats. Parce que les magistrats actuels font le mieux qu'ils peuvent. Et là, en étant réellement débordés face à la protection des mineurs, des enfants battus, agressés sexuellement, etc., etc. Et quand on leur demande de passer au pénal, c'est-à-dire qu'à la dimension qui peut accompagner d'une sanction, ils ont beaucoup de mal à tenir ces deux modes de pensée ensemble. Donc ça sera le premier point. Enfin, abolition du code pénal et puis un autre mode de fonctionnement. Et puis après, il y a comparution immédiate réelle. Deuxième point, possibilité de courte peine comme butée, une semaine, 15 jours, très rapidement, dans des établissements spécialisés, pas avec les gros trafiquants. Les grands trafiquants, etc., bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'accord. Et puis encore, suppression de l'excuse de minorité de 50% automatique, mais on doit pouvoir la moduler, dire 10%, 15%, 50% n'a aucun fondement rationnel. Voilà, il y a en tout cas un arsenal, effectivement, que l'on peut mettre en forme, et il faut pour ça le courage et la volonté de le faire. Merci Maurice Berger, merci pour cela. On va reparler avec vous de tout cela, surtout sur le côté pénal. Je rappelle, Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale aux éditions L'Artilleur. Il faut d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Lucidité, elle est là, le courage, on l'attend. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons